choses avec le créac. Ah, d'accord, donc je le connais peut-être. Parce que Oui, moi je me peut-être. déplace dans les centres de loisirs aussi. Très bien. Alors, est-ce que tu sais ce qu'est... On a rencontré un autre, on est 10 salariés au CREAC. On a plusieurs activités. Donc la première grosse activité au CREAC, c'est les conseillers, c'est le conseil sur l'énergie. Ce dont fait Julien, mon collègue Julien Cosy. D'accord. Donc là, on accueille, notre mission c'est d'accueillir le public, les gens, pour leur donner des conseils s'ils souhaitent faire des travaux chez eux, de rénovation, ou alors s'ils souhaitent construire une maison ou acheter une maison et la rénover plus tard. Surtout ce qui concerne l'énergie, c'est-à-dire l'isolation, les économies d'énergie, les différents types de chauffage. Donc c'est tout un conseil technique sur les avantages et les inconvénients d'un type d'un certain matériel ou d'un type de matériaux, mais aussi c'est des conseils sur tout ce qui concerne les aides financières. Vous savez ce que c'est les aides financières? Vous savez que quand on achète une maison, quand on rénove une maison, eh bien, en fonction de nos revenus, de ce qu'on gagne, eh bien, on peut être aidé, d'accord, par l'État. On peut avoir des crédits d'impôt, on peut avoir des prêts avec un taux d'emprunt très, très réduit. Et donc, c'est assez compliqué les aides financières parce que ça change tous les ans. Tous les ans, au mois de décembre, il y a une nouvelle loi qui passe, ça s'appelle la loi des finances, et les pourcentages changent, donc il y a beaucoup de gens qui nous appellent et qui nous disent, ben voilà, moi j'ai acheté une maison qui date des années 70, je voudrais faire ce type de travaux, changer les fenêtres, changer l'isolation du toit, donc est-ce que je peux bénéficier d'un crédit d'impôt ou d'autres choses? Et donc c'est à nous, c'est à mes collègues de leur dire dans quel cas ils rentrent en fait, pour avoir les aides financières. D'accord? Après on a une deuxième activité au CREAC. C'est exactement la même chose que pour l'énergie, mais c'est sur l'eau. Donc on accueille du public et on informe, on le conseille sur les économies d'eau dans la maison. C'est à peu près la même chose et c'est pareil. Donc là on fait des stands sur les appareils que l'on peut mettre à la maison, les appareils hydroéconomes, ça s'appelle, pour faire des économies d'eau et pourquoi il faut économiser. D'accord. On a une troisième activité, on suit des familles en précarité énergétique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la précarité? Qu'est-ce que ça veut dire la précarité? Oui. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'argent pour... Ça veut dire que, oui, essentiellement, ces familles qu'on appelle la précarité, ça veut dire qu'ils ont des problèmes souvent de richesse, d'accord, souvent de revenus. Ces personnes-là, elles ne gagnent pas beaucoup d'argent. Et donc, comme elles ne gagnent pas beaucoup d'argent, elles habitent dans des logements souvent qui sont un peu insalubres ou très très mal isolés. Et forcément, quand on habite ce type de logement, s'il est très très mal isolé, qu'est-ce qui se passe l'hiver? Il fait très froid. Donc pour chauffer, ils sont obligés d'utiliser énormément d'énergie, d'accord? Et donc là, leur facture énergétique, elle enfle, et ils ne peuvent pas la payer. Ou alors, en se disant eux-mêmes, eh ben, moi je sais que je n'ai pas beaucoup d'argent, et que si je chauffe ma pièce trop, je vais devoir trop d'argent, eh ben, ils se privent de chauffer leur maison. Ça veut dire qu'ils habitent dans des maisons où l'hiver il fait entre 7 et 12 degrés. D'accord? Ça peut être ça la précarité énergétique aussi. Donc nous, notre travail, ben, c'est d'essayer de les identifier, de les suivre avec d'autres partenaires pour les aider. Aider à trouver des aides financières, aider à leur faire des petits travaux. D'accord? Et pour aussi les renvoyer vers d'autres organismes qui pourront les aider aussi. Okay? Et enfin, la dernière activité au CREAC, c'est ce qu'on appelle l'éducation au développement durable, c'est-à-dire qu'on se déplace dans le milieu scolaire. Ça va de l'école, des tout petits, en passant par le collège, au lycée, d'accord, pour sensibiliser les élèves au développement durable, quand on parle des déchets, on parle de l'énergie, on parle de l'eau, d'accord, et puis aussi on organise des formations pour certains enseignants qui veulent monter des projets dans leur classe sur le développement durable. D'accord, donc vous êtes dans 3 classes différentes. Oui. Tous en quatrième. Très bien, alors qui, oui, c'était Alexandre. Tu voulais me présenter oui, le projet Comenius. C'est un projet avec plusieurs pays qui collaborent pour travailler sur le développement durable. Ouais. Et chaque pays a son propre thème. D'accord. Et nous, c'est la lumière. D'accord, oui. Et du coup, on devra présenter la lumière sur un exposé de 15 minutes. Alors, juste la lumière? L'énergie. D'accord. D'abord, il y a une présentation sur l'énergie et après, il y a un focus sur la lumière, c'est ça? Oui. Ok. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose?
C'est l'énergie dans la France et aussi dans les autres pays. Comment on peut économiser, comment on peut... Je sais pas, dans la France et des autres pays. Oui. Après, chacun spécialise chacun dans quelque chose. Il y en a plusieurs qui sont sur le même thème. Il y a par exemple l'énergie au collège, comment l'économiser, où on en est, l'énergie chez nous, l'énergie, la politique énergétique en France. Enfin, il y a plusieurs thèmes. D'accord. Alors, forcément, nous, on va parler d'énergie. Vous l'avez compris. Mais avant de parler de l'énergie, est-ce que vous avez déjà fait des recherches? Est-ce que vous avez déjà fait des cours par rapport aux sources d'énergie, aux différentes formes d'énergie, aux économies d'énergie? Est-ce que vous avez déjà vu des choses cette année ou les années précédentes? Oui. Pour mon exposé, j'ai déjà été un peu chercher sur Internet. D'accord. C'est intéressant. Bon, on va pas regarder. Si tu peux nous dire rapidement sur quoi tu as orienté tes recherches. Moi, je suis sur le nucléaire et tous les moyens de production de l'énergie. J'ai fait des recherches sur le nucléaire, l'éolienne, au charbon, au pétrole. D'accord, ok. Est-ce que parmi vous, d'autres ont fait des recherches? Oui. Moi, j'ai pas vraiment fait de recherche, mais cette année, on a commencé, vu qu'on a M. Aliouane en technologie. Oui. M. Péréline, notre professeur d'allemand, lui a proposé. En fait, l'énergie, normalement, c'était au programme à la fin d'année, mais il l'a mis au début d'année. D'accord. Donc, on l'a vu qu'un cours pour l'instant, mais il a commencé à nous parler de quelques sources d'énergie et comment ça fonctionnait techniquement. D'accord, ok. On va commencer par voir l'énergie, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert et d'où ça vient. Vous pouvez vous mettre, si tu peux vous mettre là, c'est vrai que ça va pas être simple après pour regarder. Tenez cette image, vous pouvez la tenir un petit peu. Vous êtes 2 par 2 là, c'est bon. Alors dans cette image, moi je vais vous poser 3 questions. Alors, soit vous pouvez prendre un petit cahier pour noter si vous voulez, ou soit vous pouvez, c'est comme vous voulez. Il faudra répondre à ces 3 questions. La première, sur cette image, il va falloir identifier toutes les choses qui utilisent de l'énergie pour fonctionner. D'accord? La deuxième question, il va falloir identifier toutes les choses qui produisent de l'énergie. Donc c'est différent, ils utilisent, consomment, produisent. Et alors la dernière question, elle est un peu plus compliquée, il va falloir identifier toutes les choses qui ont nécessité de l'énergie pour être fabriquées. C'est bon? Qu'est-ce qui a besoin d'énergie pour être fabriqué? Alors, la voiture, ça consomme de l'énergie pour fonctionner. Les poteaux avec les fils. C'est par ces atomes, c'est la fission nucléaire. Et donc cette chaleur, en grande quantité, va servir à chauffer de l'eau, produire de la vapeur d'eau, et c'est cette vapeur d'eau sous pression qui va faire tourner les turbines et fabriquer l'électricité. Ok. Qu'est-ce qui produit de l'énergie? Oui. Les piles électriques. Les pylônes. Ceux-là? Oui. Les fils? Est-ce qu'ils produisent vraiment de l'énergie? Non, ils transmettent. Les fils, ils ne produisent pas de l'énergie, ils ne font que la transporter. Est-ce qu'ils en consomment? Non. Est-ce que le fil électrique il va consommer de l'électricité? Peut-être un petit peu au passage, On va voir tout à l'heure, mais malheureusement, pas qu'un petit peu. Quand on touche... On va voir ça. On va voir ça tout à l'heure, mais il va consommer un petit peu. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui consomme de l'énergie? Qu'est-ce qui produit de l'énergie là? Les éoliennes. Les éoliennes, ça fonctionne comment une éolienne? Ça tourne à la force du vent. Ça tourne à la force du vent, donc les hélices entraînent une turbine, cette turbine entraîne un alternateur et on produit quoi? De l'énergie. Et quoi comme forme d'énergie? De l'électricité.
Quoi d'autre? Oui. Et les panneaux solaires? Les panneaux solaires, on peut considérer que ce sont des panneaux solaires ici, très bien. Alors eux, ils produisent quoi comme forme d'énergie? Oui. C'est de l'électricité. Alors il y a deux types de panneaux solaires, on va le voir tout à l'heure. Hein. Il y en a certains qui produisent de l'électricité grâce à la lumière du soleil. On appelle ça les panneaux photovoltaïques. Et il y a d'autres panneaux solaires, on appelle ça des chauffe-eau solaires, qui ne produisent pas l'électricité, mais qui vont produire de la chaleur pour chauffer l'eau de la maison, par exemple. D'accord? En utilisant les rayons du soleil. Quoi d'autre? Oui. On m'a dit les usines. Alors celle-ci là, alors ça fonctionne exactement comme la centrale nucléaire ici. Sauf qu'au lieu d'utiliser l'uranium, on utilise quoi? On peut utiliser du pétrole, oui. On peut utiliser du gaz pour chauffer l'eau, mais essentiellement on utilise quoi? Si. Du charbon, tout à fait. Ça s'appelle une centrale thermique. Alors les deux, la centrale nucléaire et celle-ci, ce sont des centrales thermiques, parce qu'on utilise quelque chose pour chauffer de l'eau et faire de la vapeur, qui va faire tourner des turbines. Sauf que là, on utilise de l'uranium, qui est radioactif, donc c'est du nucléaire. Et là, on va utiliser des sources d'énergie, ce qu'on appelle les énergies fossiles, du pétrole, du gaz ou du charbon. D'accord? Ok, est-ce qu'il y a autre chose qui produit de l'énergie là? Je suis pas sûr, mais les humains, s'ils n'étaient pas là, on ne pourrait pas les produire. S'ils n'avaient pas construit l'éolienne, par exemple, elles n'auraient pas pu. Oui, c'est vrai. S'ils n'étaient pas dans les centrales pour faire fonctionner les machines, ça pourrait pas. Alors tout ça, ça fonctionne grâce au génie humain. Là, je suis d'accord. Exactement, oui. Mais ce n'est pas vraiment les humains qui la produisent. Ils sont là pour gérer. Ils ont besoin d'aller chercher quelque chose dans la nature pour produire cette énergie. D'accord? C'est-à-dire que si tu mets une centrale nucléaire avec toutes les personnes compétentes, elle marche, mais s'ils n'ont pas d'uranium, ça ne va pas produire de l'énergie. D'accord? Ici, si on met tout ce qu'il faut, mais sans le charbon, on ne va pas pouvoir produire de l'énergie non plus. D'accord? Il faut quand même des ressources naturelles. Ok? Alors maintenant, la dernière chose, qu'est-ce qui a besoin d'énergie pour être fabriqué sur cette image? Oui. Exactement, tout. Tout ce que vous avez autour de vous, tout ce que vous utilisez tous les jours, tout ce que vous consommez, à un moment donné, il a bien fallu utiliser de l'énergie pour le fabriquer. Soit l'ordinateur, même cette affiche, vos vêtements, tout, on utilise de l'énergie. D'accord? Donc ça, c'était un premier exercice pour vous montrer que l'énergie, en fait, elle est partout. Et est-ce que vous avez entendu quand je vous parlais que des fois je parlais de source d'énergie et des fois je parlais de forme d'énergie? Non, vous n'avez pas noté? Oui. Est-ce que les sources d'énergie, c'est d'où ça provient? Comme par exemple? Comme le nucléaire. Alors dans le nucléaire, qu'est-ce qui va être la source? Ah non, c'est les ressources naturelles. Oui, très bien. Et la forme? La forme, c'est... je sais pas. Ce que les ressources fabriquent. Exactement. Donc par exemple, pour le nucléaire, la source, on va appeler, c'est quoi? L'uranium. Et la forme d'énergie qu'elle produit? Électricité. L'électricité. D'accord. Vous avez compris la différence? Oui. Ok. Très bien. Allez, on va passer à autre chose. Donc vous l'avez vu, hein? Donc, ah oui, j'avais oublié. Je vous mets cette image. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Oui. La Terre. Oui, je t'écoute. Avec toutes les sources d'énergie possibles. Le vent, par exemple, il peut activer les deux. Ah non, c'est un cycle, on dirait les rayons solaires, donc il y a la mer qui s'évapore et fait des nuages qui font du vent. Ça fait de la pluie, ça fait des cours d'eau, ça fait la mer et ça tombe. C'est un cycle. Ouais. Oui. Cycle de l'eau. On peut voir le cycle de l'eau, mais pas que. Là, c'est simplement, je vous mets cette image, il va falloir que vous découvriez que la plupart des sources d'énergie qu'on utilise nous, elles proviennent d'une seule chose. La Terre. Non. Les énergies naturelles. L'eau. Le soleil. Alors, comment se fait-il que le vent, c'est une énergie, c'est une source d'énergie qu'on peut utiliser. Comment ça se fait qu'il a pour origine le soleil? Parce que
temps il est du nuage, du coup Alors ça c'est plus pour le cycle de l'eau, mais comment le vent est créé sur notre planète? Qu'est-ce que c'est que le vent? C'est quoi? Vous savez pas ce que c'est que le vent? C'est quelque chose qui souffle? Alors dehors, qu'est-ce qu'il y a dehors autour de nous? De l'air. De l'air. Alors le vent c'est quoi? De l'air. De l'air qui Bouge. qui bouge, qui se déplace. Ben, le vent c'est ça, c'est l'air qui se déplace, d'accord? Et pourquoi il se déplace? Il veut partir. Grâce à quoi il se déplace? Ah ben non. Non. Alors c'est un peu le même problème avec le chien qui remue la queue. Hein. D'accord? Le nuage il se déplace grâce au vent. Et c'est pas le vent qui se déplace, c'est grâce au nuage. Au soleil. Pourquoi? Ben parce que le soleil, quand il réchauffe notre planète, ben forcément il y a une face de la planète qui est ensoleillée, et en même temps, l'autre face, ben non, elle n'est pas ensoleillée, il fait nuit, d'accord? Donc elle est moins chauffée. Et ben, donc qu'est-ce qui se passe? C'est quand le soleil réchauffe l'air, ben, ça va créer des courants d'air parce que dans une partie de notre planète, il va y avoir de l'air chaud, et dans l'autre partie, il va y avoir de l'air froid. Et l'air chaud et l'air froid, ils n'ont pas la même densité. Il y en a un qui monte, l'autre qui descend, et comme la Terre tourne, ben, ça crée des mouvements d'air. Et c'est ce qu'on appelle le vent. On est d'accord. Donc le vent a pour origine le soleil. L'eau qui se déplace sur notre planète a pour origine... le soleil. Non. Oui, pourquoi? Tu nous l'as expliqué. Parce que ça chauffe la mer et ça fait des nuages. Ça évapore l'eau, d'accord, ça crée des nuages, grâce au vent les nuages se déplacent. Donc s'il n'y avait pas de soleil, est-ce que l'eau pourrait s'évaporer? Non. Donc l'eau ne pourrait pas se déplacer. Donc toute l'eau qui se déplace, c'est-à-dire pour faire des moulins, vous connaissez les moulins? On utilise l'eau qui se déplace pour faire tourner des hélices, pareil, fabriquer de l'énergie. Eh ben, c'est grâce au soleil. Alors, est-ce que le bois, par exemple, dont on se sert pour chauffer une maison, le bois, il a pour origine le soleil, cette source d'énergie, là, le bois? Oui, c'est le soleil qui fait grandir l'arbre. C'est le soleil qui fait grandir l'arbre, d'accord. Et je vais vous dire ça, regardez. Donc, toutes ces sources d'énergie, toutes ces énergies-là, elles ont pour origine le soleil. La chaleur, donc le soleil qui nous réchauffe, la lumière, qui permet de nous éclairer, de créer le vent, de créer le cycle de l'eau, et aussi l'énergie des plantes, ce qu'on appelle la biomasse. Hein, d'accord. Alors, quelles sont les sources d'énergie qui n'ont pas pour origine le soleil? Oui. Électricité. Alors, c'est une source d'électricité? Ah non. Oui ou non? Non. Est-ce qu'il existe de l'électricité comme ça dans la nature? C'est qu'il faut, en fait, il y a toujours, enfin, faut partir d'une source naturelle pour avoir de l'électricité. On peut pas prendre, par exemple, du pétrole comme ça et en Alors justement, est-ce que le pétrole a pour origine le soleil? Non, il est sous terre. Ah oui, il est sous terre, vous êtes sûr, mais c'était quoi à la base le pétrole? Comment il s'est formé le pétrole? Ben, le pétrole, en fait, c'est des matières organiques qui se sont décomposées dans la terre. Donc, et les matières organiques ont pour origine quoi? Le soleil. Elles ont mis des millions d'années à créer du pétrole, mais ça a pour origine le soleil. Le charbon, c'est pareil, hein, et le gaz aussi. Donc, les énergies fossiles que l'on connaît, le charbon, le pétrole, le gaz, a pour origine le soleil. Alors, est-ce que vous en connaissez une source d'énergie qui n'a pas pour origine le soleil? Oui. Je suis pas sûre, mais en fait, je sais pas d'où ça vient, le radium, alors peut-être ça n'a pas besoin de soleil. L'uranium? Ah oui, l'uranium n'a pas eu besoin de soleil pour être fabriqué. Donc c'est carrément dans la terre qu'on va prendre l'uranium. La terre, elle a des roches radioactives, donc c'est ces roches-là que l'on va prendre pour fabriquer de l'énergie. Donc on a l'uranium, donc l'énergie nucléaire, et aussi on a ce qu'on appelle la géothermie. Vous en avez déjà entendu parler, on va le voir après. La géothermie, c'est qu'on va creuser très profond dans la terre pour récupérer la chaleur de la terre. Vous savez que plus on creuse profond dans la terre, plus il fait chaud, parce qu'on se rapproche du noyau. D'accord? Et ça, c'est la chaleur de la terre qui n'est pas pour origine le soleil.
Et donc on récupère cette chaleur pour chauffer des bâtiments ou pour fabriquer de l'électricité. Alors les sources d'énergie non renouvelables, on l'a vu, hein? Qu'est-ce qu'on a? Oui. Le charbon. Le pétrole. Oui. Le Et le gaz, Le d'accord. gaz et aussi le feu de bois, ça peut être considéré comme une énergie renouvelable, mais vu qu'il n'y a pas toujours des arbres qui sont replantés derrière. Alors en France, il y a une loi, hein, donc on peut considérer ça comme une énergie renouvelable, parce qu'on prend des arbres dans des forêts gérées, ça s'appelle. C'est-à-dire que quand on va couper des arbres, on est obligé d'en replanter derrière. Okay. Donc on a le pétrole, le gaz, le charbon. Ça, on appelle ça des énergies fossiles, hein, d'accord? Parce qu'elles sont sous terre. Et aussi, on a l'énergie fissile. Qu'est-ce que ça va être ça? Non, les énergies non renouvelables. Oui, oui, qu'est-ce qu'on casse? C'est ça, hein? L'énergie? Non, l'énergie nucléaire. On appelle ça l'énergie fissile, parce qu'on va casser les atomes d'uranium pour qu'ils dégagent énormément de chaleur, d'énergie. D'accord? Donc tout ça, on dit que ce sont des énergies non renouvelables. Pourquoi? Oui. Parce que l'uranium, enfin le pétrole, le gaz et le charbon, c'est pas des ressources infinies. C'est pas des ressources infinies, donc plus on en prend sur notre planète, moins il y en aura. D'accord. Alors, si on regarde les avantages et les contraintes des énergies non renouvelables, qu'est-ce qu'on peut... Alors, parce que c'est pas noir ou blanc. Il y a des avantages à utiliser des énergies fossiles. Hein. Quels sont-ils? Vous savez? Oui. Ils produisent de l'énergie comme ça. Ils produisent de l'énergie, donc c'est facilement utilisable. Ensuite, il n'y a pas beaucoup de risques. Alors, il y a un petit peu. Est-ce que vous connaissez un risque d'utiliser les énergies fossiles? Oui. Ah non, là on est sur l'énergie fossile, pardon. On va parler du nucléaire après. Oui. Bah, le pétrole, par exemple, parfois quand ça s'échappe, ça peut avoir... Exactement. C'est un des gros risques, c'est d'avoir des marées noires hein, à cause du pétrole. Très bien. Ensuite, on peut utiliser ces sources d'énergie soit pour faire de la chaleur, soit pour faire de l'électricité, ou soit pour faire du carburant. On utilise le pétrole pour faire du gasoil, de l'essence, d'accord? Et alors, justement, la fission nucléaire produit une grande quantité d'énergie. Alors, les contraintes, c'est que les réserves sont inégalement réparties sur notre planète. Est-ce qu'en France, on a du charbon? On en avait? Plus? Est-ce qu'on a du pétrole? Pas beaucoup, hein? Tout petit peu, ouais. Est-ce qu'on a du gaz? Alors, est-ce qu'on en utilise malgré tout? Eh oui, donc qu'est-ce qu'on est obligé de faire? C'est ça, on est obligé de le faire venir dans notre pays. C'est pour ça que j'ai marqué problème de dépendance et de conflit politique. D'accord? Donc, malgré tout, quand on les utilise, il y a des émissions de gaz à effet de serre. Hein. Vous connaissez le gaz à effet de serre ou l'effet de serre? Vous l'avez vu? On va y revenir très très rapidement. Hein. Donc, c'est ça qui contribue au réchauffement climatique. En fait. Voilà. On a des problèmes de pollution locale aussi, avec des petites particules, hein, à cause des pots d'échappement ou des usines. Et puis, concernant les déchets nucléaires, on ne sait pas trop quoi en faire. Pour l'instant, vous savez ce qu'on en fait? On les enterre très très profond jusqu'à trouver une autre solution. Donc ça, c'est les contraintes. Et puis aussi, concernant le nucléaire, le risque d'une explosion n'est pas nul. Hein. On a vu à Fukushima, on a vu à Tchernobyl. Et donc là, effectivement, quand on a un accident nucléaire, c'est très très grave. Ça se propage et puis ça annule toute la vie. Quoi. À Fukushima, il y a toute une étendue, il y a tout un territoire où on ne peut plus l'utiliser pour la consommation humaine. Parce que c'est trop radioactif. D'accord? Et encore, à côté de Tchernobyl, en Ukraine, il y a tout un territoire, toute la forêt, et on ne peut plus l'utiliser non plus. Parce que c'est trop radioactif qui s'occupe de ça. Et en moyenne, le temps pour avoir une éolienne sur un territoire, entre le départ et la fin, il faut une dizaine d'années. Pour en créer une? Pas pour la créer, pour qu'elle soit implantée.
lorsqu'on commence à en parler aux élus, lorsqu'on commence à faire des études techniques, lorsqu'on commence à remplir des dossiers, il y a énormément de réglementations. Il y a la réglementation, la loi du littoral, il y a la loi sur la biodiversité, il y a énormément de lois. Donc à chaque fois, il faut avoir des autorisations à remplir des dossiers. Ensuite, il faut convaincre les habitants. Il y a toujours des réunions participatives des habitants, parce qu'il y a des associations qui ne sont pas contentes non plus. Donc ils font des recours au niveau du tribunal. Donc en moyenne, il y a une dizaine d'années. Donc c'est très très long pour l'instant. Parce que la loi est assez bonne par rapport à ça. D'accord? Ensuite, l'énergie hydraulique. Donc il y en a beaucoup en France, d'énergie hydraulique. Et d'ailleurs, c'est la principale source d'énergie renouvelable qu'on a en France. Vous avez vu, l'énergie hydraulique, on crée des barrages pour avoir une retenue d'eau. Et on se sert de cette grande retenue d'eau pour faire des lâchers d'eau et pour créer de l'eau qui se déplace rapidement, qui va faire tourner les turbines et fabriquer l'électricité. Donc en France, on a beaucoup de barrages qui fonctionnent, qui créent l'électricité, sauf que on ne peut plus trop le développer, cette énergie renouvelable. Pourquoi? Oui. Est-ce que vous savez? Non, justement, c'est bien les énergies renouvelables contre le réchauffement climatique parce qu'on ne jette pas de CO2 dans l'air. Mais en fait, en France, on a utilisé à peu près tous les territoires, tous les endroits possibles pour créer de l'hydroélectricité. C'est-à-dire que si on veut augmenter la production d'électricité grâce au barrage, on ne peut plus parce qu'on n'a plus de place, on n'a plus d'endroit. Donc on est au maximum. Ensuite, le biogaz, justement, qu'est-ce que c'est le biogaz? Vous connaissez la gestion des déchets. Vous savez quoi? On produit des déchets tous les jours. Ces déchets, qu'est-ce qu'on en fait? Oui. En fait, on les stocke et ensuite le biogaz, on les récupère et on... Alors, soit les déchets, on va faire assez simple, soit les déchets, on les envoie à l'incinérateur où ils sont brûlés, d'accord? Et on récupère les cendres après et on récupère la chaleur de la combustion pour faire du chauffage ou de l'électricité. Ou soit ces déchets, on ne les envoie pas à l'incinérateur, on les met en décharge. Comme on le fait depuis très très longtemps. Et ces décharges, c'est des grands trous dans la terre que l'on fait, puis on les remplit jusqu'à faire une montagne, mais au bout d'un moment, la décharge elle est pleine. Donc il faut les faire en trou ailleurs. Et quand ces décharges elles sont pleines, on replante des arbres par-dessus, et ces déchets qui sont en décomposition dessous, ils vont créer des jus de décomposition, donc il faut les récupérer, ça s'appelle du lixiviate, et ils vont créer du gaz. Parce qu'il fermente. Et ce gaz, on le récupère, ça s'appelle le biogaz. On le récupère, ce gaz, pour faire fonctionner les turbines, créer de l'électricité ou de la chaleur. D'accord? Ça s'appelle le biogaz. Et en Suède, ils utilisent beaucoup de biogaz, justement, tous les déchets naturels que font les habitants, ils peuvent les mettre directement à un endroit pour les faire fermenter et que ça fasse du biogaz. D'accord? On est moins développé sur ça en France. Ensuite, la géothermie, donc là c'est simple, sous terre il fait chaud, il y a des nappes d'eau souterraines qui sont à haute température. Vous savez que quand on creuse à 400 mètres de profondeur, comme pour Berriadec, on arrive à récupérer une eau qui est à plus de 50 degrés. D'accord? Et donc toute cette chaleur, on peut l'utiliser pour soit fabriquer l'électricité, ou soit faire un réseau de chaleur dans les bâtiments et pour chauffer les bâtiments. Et ensuite, le bois. Énergie, donc soit on utilise des bûches dans une cheminée foliouverte traditionnelle, ou soit le bois issu des scieries par exemple, on récupère toute la sciure, ou tous les copeaux de bois, et puis on les transforme soit en petits copeaux comme ça, soit en bûchettes de copeaux de bois agglomérés, soit en tout petits granulés. On a l'impression que c'est des granulés pour des animaux, mais en fait c'est du bois, et on alimente des chaudières grâce à ça. D'accord ? Donc voilà, il y a d'autres sources d'énergie renouvelable qui sont des nouvelles technologies. Vous connaissez le pont de Pierre à Bordeaux. Et bien dessous, il y a des hydroliennes. Vous savez ce que c'est des hydroliennes? C'est des éoliennes mais sous l'eau. Et les hélices, au lieu de tourner grâce à la force du vent, elles tournent grâce à quoi? Au courant. Très bien. Il y a aussi l'énergie que produit la marée, l'énergie marémotrice. Vous savez que la marée,
c'est l'eau grâce à la Lune, comme je disais tout à l'heure, qui monte et qui redescend. Donc ça crée un mouvement d'eau tous les jours à chaque coefficient de marée. Et bien on va se servir de ce mouvement pour essayer de faire l'électricité aussi. D'accord, de ce mouvement d'eau. C'est des marées motrices. Il y a aussi ce qu'on appelle l'énergie halomotrice de la houle. Vous savez ce que c'est la houle? Oui. En mer. En mer, c'est les vagues. Les vagues qui se déplacent, ça fait de la houle et ça fait une ondulation. Et on peut mettre un système qui va se servir de cette ondulation pour faire tourner des pistons et pour fabriquer de l'électricité aussi. Donc tout ça, c'est des nouvelles technologies qui ne sont pas encore forcément bien au point, mais que dans une dizaine d'années, je pense, seront au point et on pourra l'utiliser. D'accord? Alors, ensuite, les avantages des énergies renouvelables. Qu'est-ce que vous y voyez? C'est toujours pas Hein? C'est toujours pas Ouais, très bien. Oui. Elles sont écologiques. Donc, elles créent beaucoup moins de pollution que les énergies fossiles. Oui. Si peut-être ça nécessite plus de gens pour les construire. Alors, oui, ça peut. Donc, surtout, c'est que les réserves sont également réparties. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas de charbon, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, donc on est obligé d'aller le chercher ailleurs. En revanche, on a du vent, on a du soleil. On peut, nous aussi, chez nous, utiliser l'énergie, la chaleur de la Terre, d'accord? Donc, les sources d'énergie renouvelables sont également réparties sur le globe. Donc, on n'est pas obligé d'aller les chercher ailleurs, dans d'autres pays, pour s'en servir. Ça produit moins de polluants, c'est vrai. C'est produit à côté du consommateur, qui est en Aquitaine. Ou des éoliennes qui sont en Aquitaine. Hein. Ça n'existe pas, mais si on prend un exemple. Mais ça va fabriquer de l'électricité pour nous. D'accord? Donc, c'est vraiment à côté du consommateur. Et donc, il y a beaucoup moins de pertes d'énergie, ce qu'on va voir plus tard. Par rapport à ça, donc c'est plus efficace. Et puis surtout, on ne dépend pas de notre pays. Par exemple, si la Russie demain décide de ne plus nous fournir de gaz, ben, elle sera bien embêtée. Pour une raison X ou Y. Et ça crée des emplois aussi. Pourquoi ça crée des emplois? Oui. Parce qu'il faut les entretenir, il faut regarder si ça marche. Bah oui, forcément. Et en plus, ça crée des emplois qui ne sont pas délocalisables. Vous savez ce que ça veut dire, délocalisable? Ben oui, parce que c'est de l'énergie qui est produite sur place. D'accord? Donc c'est bien pour la filière de création d'emplois. Et puis on peut l'utiliser aussi comme pour les énergies fossiles pour faire l'électricité, de la chaleur ou du carburant. Alors les contraintes, c'est que les réserves sont peu concentrées. Donc elles sont également réparties, mais par exemple, c'est beaucoup moins concentré, c'est beaucoup moins énergétique que les énergies fossiles. Donc c'est pour ça que c'est pas aussi simple que ça. Il y a des disponibilités intermittentes, notamment pour le soleil et le vent. Quand il n'y a pas de soleil, eh ben, oui, on n'a pas d'électricité. Quand on n'a pas de vent, on n'a pas d'électricité. Donc ça, ce sont des contraintes aussi. Hein. Et puis après, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut avoir un impact sur le paysage par rapport aux éoliennes. Il y en a qui n'aiment pas du tout avoir des éoliennes à côté de chez eux. Les barrages hydrauliques, c'est très bien, mais ça perturbe l'écosystème. L'écosystème d'une rivière, par exemple, si on creuse et qu'on met un barrage, donc on crée un lac, on fait des travaux, donc ça perturbe toute la faune et la flore qu'il y avait auparavant. Et puis, ça peut perturber la qualité de l'air. Alors, se chauffer au bois, tout à l'heure, on a dit que c'était renouvelable, et si on a remplacé, c'est très bien. Mais il faut bien avoir en tête que si tout Bordeaux avait des cheminées et se chauffait au bois, eh bien, la qualité de notre air serait pas très très bonne. Parce qu'on rejette pas mal de particules dans l'air quand on se chauffe au bois. Alors, c'est bien en campagne, le bois, mais si tout le monde se chauffe au bois, ça peut créer des problèmes. Voilà. Alors, simplement pour vous dire sur ces formes d'énergie qu'il faut bien avoir à l'esprit. Alors ça c'est un peu compliqué, mais on parle de sources d'énergie, on parle d'énergie primaire, on parle d'énergie secondaire, on parle d'énergie finale et on parle d'énergie utile. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à chaque fois, on va avoir des pertes d'énergie.
L'énergie primaire, on a dit que c'était la source, c'est-à-dire le pétrole, l'uranium, le rayonnement solaire. Et toute cette source d'énergie, vous m'avez dit, il faut la transformer. D'accord? Donc on la transforme, et quand on la transforme, ben forcément, on va avoir des pertes. On va perdre de l'énergie. Par exemple, si je transforme du pétrole en gasoil ou en essence, je vais avoir des pertes d'énergie. Ok? Ensuite, pour la production électrique, par exemple, si je transforme de l'uranium, si je l'envoie dans la centrale nucléaire, ça va être l'énergie secondaire. On va avoir d'autres pertes pour la mise à disposition dans les maisons. Je m'explique. On va chercher de l'uranium, on le transforme en électricité dans la centrale nucléaire. On a déjà des pertes. Ensuite, cette électricité, il faut l'envoyer dans les maisons ou dans les autres pays. Et elle passe par les fils électriques. Et on perd énormément d'électricité quand ça passe par les fils électriques. Donc, l'énergie qui est produite ici et celle qui arrive là, eh ben, c'est pas la même. On en a perdu. Et ensuite, quand on utilise cette électricité pour allumer une lampe, est-ce que toute l'énergie qu'on utilise sert à éclairer? Quand vous touchez une lampe après l'avoir allumée, elle est comment? Eh ben oui, parce qu'en fait, on perd beaucoup d'énergie en chaleur, parce que les lampes, elles dégagent de la chaleur. Elles ne produisent pas que de la lumière. D'accord? Et donc, à ce niveau-là aussi, on va perdre de l'énergie. C'est pour ça qu'on a différents mots pour parler de l'énergie. On a les sources d'énergie primaire, l'énergie secondaire, l'énergie finale et l'énergie utile. D'accord? Et là, en moyenne, hein, entre l'énergie primaire et l'énergie utile, eh ben, on perd 62%. Ah, c'est difficilement récupérable là. D'accord? Donc, est-ce que c'est beaucoup 62%? C'est quand même beaucoup, ouais. C'est beaucoup. Alors, on va parler de l'énergie grise maintenant. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Non. Alors, l'énergie grise, ça va devenir de plus en plus dans les mœurs, parce qu'il y a des experts qui les calculent. Surtout nos produits de consommation, je vous ai dit qu'il fallait utiliser de l'énergie tout à l'heure pour les fabriquer. D'accord? Et en fait, toute l'énergie qu'on utilise pour fabriquer, par exemple, l'ordinateur, il va falloir la calculer et qu'elle apparaisse dans, je ne sais pas, 10 ou 20 ans, ça va apparaître sur l'étiquette énergétique. On va acheter un produit, il y a marqué A, B, plus, A++, vous savez, c'est sur les étiquettes énergie. Vous avez déjà vu? Peut-être que ça va apparaître dans plusieurs années, l'énergie qui a été utilisée pour le fabriquer. Donc on va s'intéresser, nous, maintenant, à la tartine grillée. Quelle est l'énergie grise qu'il me faut pour griller une tartine? Alors essayez de compléter le tableau là avec moi. Vous avez, c'est un tableau de blanc-trait. Donc les colonnes, on a la personne qui agit, l'action qu'elle fait, le moyen qu'elle utilise et l'énergie qui a été utilisée. D'accord? Donc par exemple, moi, mon action, je grille la tartine. Quel moyen j'utilise? Le grille-pain, et le grille-pain utilise l'électricité. Sauf que pour que je puisse me griller ma tartine, il y a d'autres étapes qu'il a fallu faire. Et par exemple, une autre étape, ce sont les parents qui le font. Et qu'est-ce qu'ils vont avoir, qu'est-ce qu'ils vont faire comme action, les parents, à votre avis? Pourquoi faire? Pour acheter le pain, exactement. Donc les parents, eux, leur action, c'est acheter le pain. Donc ils vont au supermarché, on va dire qu'ils y vont en voiture, ou chez le boulanger. Et la voiture, qu'est-ce qu'elle consomme? De l'essence. Et s'ils achètent du pain, ça veut dire que ce pain il a été fabriqué. Oui. Le boulanger fabrique le pain. Grâce à quel moyen? Grâce à un four et... Le bois. Alors c'est pas un moyen le bois. Oui, c'est pas un outil. Alors on m'a dit le four, c'est pour cuire le pain, hein, mais avant de cuire le pain, il faut fabriquer quoi? Eh oui, alors est-ce qu'on utilise des machines pour fabriquer la pâte? Ça s'appelle comment? Un batteur. Un batteur, presque. Ça s'appelle un pétrin.
Donc le boulanger, lui, il a à sa possession le pétrin et le four. Et le pétrin et le four, qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme énergie? L'électricité ou le bois, exactement. Il y a encore, il n'y en a pas beaucoup, mais certaines boulangeries où c'est marqué hein, cuit au feu de bois. Comme des pizzas par exemple. Les pizzas, ça existe aussi. Cuites au feu de bois. Sauf que le boulanger il a besoin de quoi pour fabriquer du pain comme ingrédient? De la farine. La personne qui agit, c'est meunier. Enfin, Le ça meunier. se dit encore comme ça. Meunier ou minotier. Ouais. Qui fabrique la Euh, farine grâce à quoi? Le moyen, c'est moulin. Du moulin et du blé. Enfin, le moulin. Ah, ben, le blé, c'est pas un moyen. Le Le moulin. Et le moulin, alors auparavant, on utilisait la force de l'eau ou la force du vent pour faire tourner le moulin. Aujourd'hui, c'est essentiellement de l'électricité. Et ça existe encore des gens qui font de la farine avec un moulin? Je pense, oui. Et je ne sais pas si on peut en visiter ici, par ici. Il y a des moulins, oui. Je pense qu'il y a des moulins rive droite, un peu plus loin. Il y a une association qui fait visiter des moulins qui sont encore en fonctionnement. Et alors, sauf que pour faire de la farine, il faut du blé. Et donc, c'est l'agriculteur qui s'occupe de récolter le blé. Grâce à quel moyen? Un batteur. Un tracteur et aussi une moissonneuse-batteuse pour séparer les grains de blé de l'épi. Et donc, pour faire fonctionner son tracteur et sa moissonneuse-batteuse, il utilise du fioul, de l'essence. Je ne sais pas si vous voyez parce que c'est un peu bas. C'est de l'essence. Donc, vous avez vu simplement pour que moi, je puisse griller une tartine chez moi, tout simplement, il a fallu tout ce cheminement-là. Oui. Mais l'étape de la voiture, c'est pas obligé qu'on ait une voiture. Donc... Tout à fait. Il n'y a rien d'obligé, c'est juste un exemple. Tu peux y aller à pied, à vélo, à roller, en transport en commun, comme tu veux. Mais ça, c'est un exemple. Et alors, il y a des experts qui sont spécialisés là-dedans pour calculer l'énergie grise, toute l'énergie qu'il a fallu pour fabriquer quelque chose. Ici, c'est simplement un petit exemple et c'est un bilan qui est très très simple. D'accord? C'est juste pour vous amener à découvrir ce qu'est l'énergie grise. Dans ce bilan, on n'a pas calculé l'énergie qu'il a fallu pour transporter le blé chez le meunier. On n'a pas calculé l'énergie qu'il a fallu pour transporter la farine chez le boulanger. On aurait pu même imaginer, comme ils utilisent le pétrin et le four, calculer l'énergie qu'il a fallu pour fabriquer un pétrin et fabriquer un four. Donc vous voyez, ça peut aller très loin. Ok? Tout ça pour vous dire que si vous, chez vous, là, vous avez du pain dur et que vous le jetez à la poubelle, mais vous gaspillez tout ça, finalement. Vous y pensez, d'accord? Alors, juste un petit point sur l'effet de serre, là, très rapidement, vous l'avez déjà fait, vous m'avez dit. Vous savez que c'est un problème grâce aux énergies, à cause des énergies fossiles. L'effet de serre, c'est quand même quelque chose d'important pour notre planète. Qu'est-ce qui se passe? Si notre planète n'avait pas d'atmosphère, vous savez ce que c'est l'atmosphère? Regardez, les rayons, ils tapent notre planète, et notre planète les transforme et les rejette en rayons infrarouges. Et les rayons infrarouges, ils s'échappent dans l'atmosphère, mais s'il n'y en avait pas, ils s'échappent dans l'espace. Et s'il n'y en avait pas d'atmosphère, quelle température il ferait? Très très chaud? Eh bien non, très très froid. Il ferait moins 18 en moyenne sur notre planète, oui. Parce qu'en fait, l'atmosphère, ça permet de réguler la température de la Terre. S'il y avait une atmosphère, elle aurait retenu les rayons infrarouges, c'est eux qui nous chauffent. Alors, les rayons du soleil nous chauffent le jour, mais la nuit, quand il n'y en a plus, qu'est-ce qui nous réchauffe? Ce sont les rayons infrarouges, d'accord? Alors, heureusement qu'il y a une atmosphère parce que ça se passe comme ça. Les rayons solaires, ils traversent l'atmosphère, bon, il y en a qui n'arrivent pas à traverser. La Terre transforme ces rayons en rayons infrarouges, et les rayons infrarouges, il y en a une partie qui arrive à s'échapper dans l'espace, mais une autre partie qui est piégée, et c'est elle qui va nous réchauffer. Et c'est grâce à elle qu'on a une température moyenne de plus 15 degrés. Et vous savez, cette couche dans l'atmosphère, elle en particulier, ça s'appelle la couche de gaz à effet de serre. Elle est composée de quel gaz essentiellement? CO2. Du CO2. Et quand on utilise les énergies fossiles, quel gaz on envoie dans l'atmosphère? Du CO2. Du CO2 en grande quantité. Donc ce CO2, qu'est-ce qu'il va faire à la couche de gaz à effet de serre si on en dégage beaucoup?
eh ben, ça va, on va dire que ce CO2 que nous on dégage, qui n'est pas naturellement sur la planète, il va contribuer à épaissir la couche de gaz à effet de serre. Et si la couche de gaz à effet de serre s'épaissit, ou si elle devient plus dense, que vont faire les rayons infrarouges? Eh ben, il y en a beaucoup moins qui vont réussir à s'échapper, donc ils vont rester un peu plus à la surface de notre planète, donc ils vont réchauffer un peu plus notre planète. D'accord? Et c'est pour ça qu'il fait de plus en plus. Mais on peut aussi appeler la couche d'ozone. Mais non. Non. C'est pas la même. La couche d'ozone, quel est le gaz qui constitue la couche d'ozone? C'est l'ozone. D'accord? La couche de gaz à effet de serre, c'est le CO2, le méthane, il y en a d'autres, hein. Mais ce n'est pas les mêmes gaz. La couche d'ozone, c'est pas elle qui contribue à l'effet de serre. La couche d'ozone, elle nous protège. Elle nous protège du rayonnement solaire, parce qu'il y a des rayons, si on n'avait pas la couche d'ozone, ils seraient trop nocifs pour notre planète. D'accord? C'est pas la même chose, hein. C'est pas le même phénomène. Le trou de la couche d'ozone, la couche de gaz à effet de serre, il faut vraiment les séparer. Oui. Mais moi j'ai vu à un moment il y avait un trou dans la couche d'ozone, mais comment on peut faire un trou dans... Alors, c'est des réactions chimiques qui se font. Vous savez que la couche d'ozone, elle est composée de gaz de l'ozone. Et quand nous, on lâche dans l'air des gaz, pas simplement du CO2 grâce à nos voitures, mais on lâche toute une multitude de gaz quand on utilise des bonbons, enfin des bonbons de gaz là, pour du parfum, pour je ne sais pas quoi. Vous savez que dans tous les frigos, il y a du gaz qui refroidit le frigo. Et ben, si on recycle pas bien un frigo qui part à la décharge, tout ce gaz, il est dégagé dans l'atmosphère. Et tout ce gaz-là, il va se mélanger avec le gaz qui constitue la couche d'ozone et ça va se transformer en d'autres gaz. D'accord? Donc ça va, comme on dit, prendre un peu de gaz de la couche d'ozone et ça peut créer des trous. Ok? Ça c'est simple, hein, c'est une explication assez simple. On n'a pas le temps de vraiment s'y pencher dessus. C'est juste pour vous expliquer. Ok? Donc, simplement, s'il n'y avait pas d'effet de serre, il ferait moins 18, donc autant vous dire que la vie n'aurait pas pu apparaître sur notre planète. Grâce à l'effet de serre, il fait 15 degrés, mais depuis que l'homme a découvert les sources d'énergie fossile, donc on va dire la révolution industrielle, d'accord, la machine à vapeur, tout ça, et bien on dégage de plus en plus de CO2 et on ne sait pas quelle température il va faire. Vous savez que 1 ou 2 degrés d'augmentation en moyenne, ça peut contribuer à faire fondre toute la glace qu'il y a sur notre planète. Simplement 1 ou 2 degrés en moyenne. Par l'énergie en France, et après on fera les ateliers. Alors, là, je vais vous distribuer un petit document où tout va être expliqué. Donc, c'est pas la peine de prendre des notes, hein, vous l'avez, regardez simplement. En France, pour toute l'énergie qu'on utilise, on utilise 44%, presque 45%, c'est vraiment du pétrole. Essentiellement pour les transports, pour les usines. Ensuite, c'est la production d'électricité, le gaz, le charbon, on en utilise très peu. Et ensuite, on a 8,5% de l'énergie qui provient des énergies renouvelables, toutes confondues. Ça, ce sont des chiffres 2011, donc assez récents. Alors, concernant l'électricité, donc cette partie-là, il y a 77%, donc presque 80% de l'électricité qui est produite par les centrales nucléaires. Donc presque toute l'électricité qu'on utilise, elle provient des centrales nucléaires en France. Hein. D'accord ? Et ici, pour les énergies renouvelables, donc cette partie-là, en 2011, 24%, donc un quart de toute cette énergie est produite par les barrages hydroélectriques. Par l'hydraulique, d'accord? Donc ça fait quand même beaucoup. Là vous l'avez, hein? Donc la France, elle ne dispose pas de grandes ressources énergétiques fossiles ou fissiles, donc elle doit les importer. Donc 95% du pétrole est importé, donc quasi la totalité. Hein. Et est-ce qu'on en utilise beaucoup de pétrole chez nous? Oui. Ah oui, énormément. Donc ça vient de l'Afrique, de l'ex-URSS, du Moyen-Orient, de la mer du Nord. On importe aussi 98% de notre gaz naturel. Norvège, Pays-Bas, Algérie et surtout Russie. D'accord? Donc presque la quasi-totalité aussi.
on n'a plus d'exploitation de charbon. Donc tout le charbon qu'on utilise, on est obligé d'aller l'acheter ailleurs. Et malgré notre parc nucléaire très très important, le deuxième au mondial après les États-Unis, eh bien, on n'a pas d'uranium. Donc on est obligé d'aller le chercher en Australie, au Canada, au Gabon, au Niger, en Russie. Donc vous comprenez bien que l'utilisation de l'énergie, ça engendre énormément de choses. Oui. Ça sert à quoi de réinvestir dans une énergie et de la faire le et de l'utiliser tellement qu'elle devient la plus utilisée en France, si on sait que ce dont on a besoin pour la faire fonctionner, cette énergie, on ne la trouvera pas dans ce pays-là. Ah, ça, ce sont des politiques qui ont été prises dans les années 70. Tu parles du nucléaire? Oui. Tu parles du nucléaire. Après, il faut considérer qu'il y a eu des crises pétrolières. Alors là, vous pourrez regarder, c'est marqué aussi dans le petit document, toute la dimension politique et pourquoi la France a choisi le parc nucléaire. Dans les années 70, il y a eu des grosses crises pétrolières où le pétrole était très très cher, énormément cher. D'accord? Et donc, une histoire de dépendance, la France a décidé d'investir massivement dans le nucléaire civil, pas le militaire, hein, pour faire des centrales nucléaires. Et ces centrales nucléaires, ça coûte très très cher à fabriquer, d'accord? Et donc il faut les amortir. Donc les centrales nucléaires, il faut qu'elles fonctionnent pendant, je ne sais pas combien d'années, hein, mais c'est 20 ans, 30 ans, 30 ans je pense. Normalement c'est 20 ans, mais il y en a qui vont jusqu'à 30 ans. Pour les amortir, d'accord? Et comme le charbon était très très cher, et comme le nucléaire, ça dégage énormément d'énergie, on a pu avoir de l'électricité très très chère. Oui. Mais donc en France, on n'a rien comme énergie. Comme source d'énergie? Oui. Ah, mais comme source d'énergie fossile, non, on a rien. Tu as raison. C'est bizarre. C'est la loi de la nature. Tu es d'accord? On n'y peut rien, c'est la nature. Si on ne trouve pas de pétrole chez nous, c'est comme ça. Sauf qu'en France, on a un objectif. Hein, en 2020, toute l'énergie consommée en France, 23% devra provenir des énergies renouvelables. Aujourd'hui, en 2011, on était à combien de pourcents, vous vous en souvenez? 8,5. Donc il faudra qu'on atteigne 23%. Et donc regardez ici pour l'électricité, en bleu clair, vous avez ce qu'on produit en 2009, et en bleu foncé, c'est qu'il faudra produire en 2020. Et pour l'hydroélectricité, c'est exactement au même niveau, parce qu'on ne peut pas encore construire de barrage, on n'a plus la place. Donc il faudra trouver ailleurs. Pour l'éolien, vous voyez le bleu clair, vous voyez en 2020 le bleu foncé, donc il va falloir faire de gros efforts au niveau de l'éolien pour pouvoir fabriquer l'énergie renouvelable. D'accord? Et pour la chaleur, c'est pareil, il va falloir faire de gros efforts, la biomasse, on va dire du bois, parce que pour l'instant, la biomasse, on la brûle pour faire de la chaleur, mais on peut utiliser cette chaleur aussi pour faire de l'électricité. C'est ce qui s'appelle de la cogénération. La cogénération, c'est-à-dire quand on brûle quelque chose, on va utiliser cette chaleur pour chauffer, mais on va l'utiliser aussi pour fabriquer de l'électricité. Donc là, on a des gros progrès à faire sur la cogénération. Le photovoltaïque, c'est oui. C'est que tout le monde ne peut pas en mettre à cause des positions de la maison. Alors là, quand on parle du photovoltaïque, on parle moins du photovoltaïque pour les particuliers. On parle de ce qu'on appelle des parcs solaires. Ah. Parce que ça coûte encore assez cher pour les particuliers d'installer du photovoltaïque, même si ce sera l'avenir. Mais la politique générale, c'est d'essayer de construire des parcs solaires avec beaucoup de panneaux photovoltaïques. Comme ça, on va produire de l'électricité grâce au soleil. Et plus on va en produire grâce à ces panneaux solaires, et moins l'électricité issue du panneau solaire sera chère. Vous comprenez ça? Et une fois que cette électricité sera devenue un prix raisonnable, là, en mettre des panneaux solaires sur les particuliers coûtera beaucoup moins cher. Mais pour l'instant, c'est ce qui s'est passé en Allemagne d'ailleurs. Je ne sais pas si vous pouvez faire des recherches par rapport à l'Allemagne. Ils ont d'énormes parcs solaires et ça fait baisser le coût de l'électricité. Et comme le coût de l'électricité a baissé, ils ont pu donner des aides et les particuliers ont pu investir plus rapidement pour faire des panneaux solaires chez eux.
Bon, voilà, c'est un peu compliqué. Oui. C'est quoi le pack? La pompe à chaleur. C'est quoi une pompe à chaleur? Oui. Une pompe à chaleur, c'est une pompe qui consomme de l'électricité et qui peut faire soit du chaud, de la chaleur ou du froid. Une pompe à chaleur, c'est pour le chauffage, on va dire. Mais c'est beaucoup plus efficace qu'un radiateur électrique. On va consommer beaucoup moins d'électricité avec une pompe à chaleur qu'un radiateur électrique. Je ne vais pas vous expliquer le fonctionnement parce qu'il y a une histoire de calories, c'est un peu compliqué. D'accord? Les besoins à satisfaire. Donc, dans quel secteur on consomme beaucoup d'énergie? C'est lequel? Le plus? Alors, le transport, mais c'est pas le plus. Oui. Dans les résidences. Ben oui, c'est l'habitat. C'est le logement qui consomme le plus d'énergie. C'est pas le transport. Non, excusez-moi. Mais le transport, c'est une grosse partie. Hein. Et là, ce que vous nous disiez, qui c'est qui me disait tout à l'heure que c'était les générations précédentes qui consommaient plus? Regarde, l'évolution de la consommation d'énergie primaire, c'est-à-dire les sources. TEP, ça veut dire tonnes équivalent de pétrole. C'est-à-dire qu'on fait un calcul pour le traduire en tonnes équivalent, en millions de tonnes équivalent de pétrole. En 1975, en France, on consommait, on va dire, 180 millions TEP. En 2010, on est à 250. Et on a eu un pic en 2008 et en 2007 à 260 à peu près. Donc là, on voit que ça commence à stagner, donc peut-être que ça va baisser, hein, mais avec l'accroissement de la population aussi, il faut jouer avec ça, hein. C'est qu'on est de plus en plus nombreux, donc ça devient un peu compliqué. Alors, l'énergie dans les bâtiments, puisque c'est dans les bâtiments que l'on consomme le plus d'énergie, eh bien, 62% de l'énergie que l'on consomme, nous, c'est pour le chauffage. D'accord? Et 18,5% c'est pour les appareils électriques. Mais attention, il y a une tendance qui s'est faite depuis pas longtemps, depuis 2 ou 3 ans, c'est que cette part ici, elle augmente. Pourquoi? Oui. Parce qu'on produit du jus en use portable. Exactement, parce que dans les foyers, dans les maisons, il y a de plus en plus d'appareils électriques, que ce soit les télévisions, les consoles de jeux, les tablettes, les ordinateurs, les portables, les baladeurs. Enfin, on a une multitude d'appareils électriques. Et donc cette part-là, elle commence à augmenter. Et notamment, dans les appareils électriques, il y a les veilles qui augmentent. C'est-à-dire que quand on laisse un appareil en veille, il consomme de l'électricité. Oui. Si ça augmente, il n'y a pas une autre part qui diminue. Ah ben si, puisque c'est du pourcentage. Hein. Donc forcément, quand on additionne tout, il faut que ça fasse 100%. Oui, mais c'est quoi qui diminue quand on fait diminuer? Ah, mais ça va être toutes les ordres. Ça va être toutes les ordres. C'est un pourcentage, c'est pas... non, mais je veux dire, en réalité, il y en a... ça augmente. Est-ce qu'il y en a d'autres qui augmentent ou d'autres qui diminuent? Qui diminuent. Alors, il y a des réglementations qui existent, il y a des initiatives qui sont prises en ce moment dans la réglementation pour construire des maisons, pour les rénover, par rapport au chauffage, parce que c'est la plus grosse partie. Donc, c'est-à-dire que maintenant, quand on construit une maison, qu'on la rénove, eh ben, il faut respecter une réglementation, notamment sur l'isolation. Donc les maisons qu'on va construire maintenant, elles vont être énormément isolées, beaucoup isolées, comme ça elles vont perdre moins de chaleur et on va utiliser moins d'énergie pour le chauffage. Ça répond à ta question, c'est ce que tu voulais me dire. Il n'y a pas la lumière, non? Il n'y a pas la lumière, ben ça va être... Alors, maintenant, je vais vous montrer des choses que l'on fait ou que l'on peut faire pour essayer de limiter notre consommation d'énergie dans la maison. Et on va s'intéresser particulièrement à la lumière. D'accord? Alors, il y a déjà un concept qui existe, le concept de l'éco-habitat, c'est le bioclimatisme. Alors, vous en avez déjà entendu parler? Non? Non. Pas du tout. Alors, on va voir ça. On va se mettre tout autour de la petite maquette et je vais vous expliquer ce qu'est le bioclimatisme. J'avais une maison. Vous avez vu? Vous voyez bien? Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette maison? Il n'y a pas de truc. D'accord. Mais encore. Ah si, elle a des murs. C'est des murs, ça. Oui. Un grand jardin. Et un grand jardin, oui. L'intérieur, elle est vide. Oui.
Non, mais ça dépend en fait. Elle a une grande baie vitrée. Ah. Je sais pas si c'est l'entrée ou pas. Il y a beaucoup Dans l'entrée, on va dire qu'elle est ici. Et ici, de ce côté, il y a une grande baie vitrée. Alors pourquoi cette grande baie vitrée, ils l'ont pas mis sur tous les murs? Bah, pour faire venir la lumière dans la pièce principale. D'accord, donc ça va servir à faire rentrer les rayons du soleil, notamment pour éclairer et aussi pour chauffer. Alors pourquoi cette baie vitrée, sur cette maison, elle est sur cette façade? Sûrement que ils ont positionné par rapport d'où venait le soleil. Parce que si la mettent là et qu'il n'y a pas de soleil qui vient par là, ça va pas. Alors le soleil, il est différent en fonction de l'orientation où l'on est. Il éclaire différemment. Non. Non. Alors il se lève où le soleil? À l'est. Il se couche Sud. au sud? Non, à l'ouest. À l'ouest. À l'ouest. Et quand on dit qu'il est au zénith, il est où? Quand il rayonne le plus? Oui. Il est au sud. Donc il se lève à l'est, au zénith il est au sud, il se couche à l'ouest. Est-ce qu'il passe par le nord le soleil? Non. Il passe pas par le nord. Alors à votre avis, le nord il se trouve où dans cette maison? Alors montrez-moi la direction. Là, exactement. C'est pour ça que j'ai mis le petit. Donc on a le nord vers là. Donc forcément si on a le nord là, ici, on a le sud. L'Est. L'Est et l'Ouest. Et l'ouest. Alors regardez, qu'est-ce qui se passe durant la journée? Le soleil, il se lève À l'Est. à l'est, donc il va éclairer cette partie de la maison. Durant la matinée, il s'élève dans le ciel. À midi, au zénith, il est orienté vers là-bas, vers le sud. S'il était vers le nord, il serait comme ça. D'accord ? Il est vers le sud, donc il va éclairer toute cette partie, et c'est là où son rayonnement se fait le plus ressentir. D'accord ? Et durant l'après-midi, il redescend, et il se couche. À l'ouest. À l'ouest, il va éclairer cette partie de la maison. Donc il n'éclaire jamais au nord. Donc c'est pour ça que sur cette maison, on a mis la plus grande ouverture, la baie vitrée, orientée vers le sud, pour laisser passer le plus de lumière et le plus de chaleur. D'accord ? Donc ça, c'est le premier concept du bioclimatisme, c'est que quand on construit une maison, il faut penser à l'orientation. D'accord ? Ensuite, une fois que, par exemple, en hiver, le soleil vient rentrer dans la baie vitrée, il a bien chauffé la maison, il va faire nuit, il faut que cette maison, elle soit comment pour garder la chaleur? Bien isolée. Donc le deuxième concept du bioclimatisme, ça va être de bien isoler la maison. Qu'est-ce qu'on isole là? Les murs et pas les vitres. Les murs, bah oui, pas les vitres, sinon on n'y a plus rien, et le soleil ne rentrait plus. Donc les murs et surtout le toit. Parce que c'est par le toit où la chaleur s'échappe le plus, parce que l'air chaud il monte. D'accord ? Et après, c'est par les murs. Donc deuxième concept, bien isolé. Bon, maintenant, on va quand même mettre le toit. Parce que cette maison a un toit. Alors, le toit. Il était cassé, je l'ai un peu réparé. Voilà. Alors, ça y est, j'ai mis mon toit. Qu'est-ce qu'il a de particularité, ce toit-là? Quelle est sa particularité? Les autres. Si tu regardes bien, qu'est-ce que tu vois, ce toit-là? Il y a combien de pans? Il y en a 1, 2, 3, 4. Un pan de toit, c'est un côté. 2. Donc, c'est une maison à 2 pans. Et est-ce que les pans sont les mêmes? Ah, le pan de toit qui est orienté vers le sud, il est plus long. Est-ce qu'il s'arrête au niveau du mur comme l'autre, celui qui est orienté vers le nord? Non, alors pourquoi il descend plus bas quand il est au sud? Est-ce qu'il tape fort? Oui. Il fait très très chaud. Est-ce que l'été on a besoin de chauffer notre maison? Non. Non, on n'a pas envie qu'il fasse 35 degrés dans notre maison. Donc le soleil l'été, quand il est au sud, s'il n'y avait pas la casquette solaire, il taperait directement sur la baie vitrée. Et il chaufferait énormément la maison. C'est pas ce qu'on veut. Et on serait obligé d'installer une climatisation et d'utiliser de l'énergie pour refroidir la maison. D'accord? Donc là, cette casquette solaire, eh ben,
cette avancée de toit, elle est calculée exprès pour faire de l'ombre à la baie vitrée et que les rayons ne rentrent pas directement dans la maison. C'est pour se protéger du soleil. Donc est-ce que c'est bien ça l'été, cette casquette solaire? Bah oui, ça protège de la lumière du soleil. En revanche, l'hiver, ça pose pas problème? Si. Pourquoi? Parce qu'il y aura plus de... Déjà qu'il y a moins de soleil en hiver, donc quand il y en aura un peu, ça aura encore plus de difficultés. Et donc, ce qu'on voulait au départ, c'est-à-dire réchauffer et éclairer la maison grâce au soleil, bah, ça va être un peu plus gênant là. Oui. Qu'est-ce qu'on fait alors? On coupe la casquette? On met des Velux? Oui, mais là, il n'y en a pas sur cette maison. Avec là Ah, mais celle-ci, c'est une maison bioclimatique. Hein. Ça existe ce type de maison. Un toit normal, je veux dire qu'il s'arrête là, les deux côtés s'arrêtent là, comme Oui, mais ça. voir l'été. Et non, mais justement, on installe quelque chose qui se déplie, qui fait comme un. Voilà, un stop. Oui. C'est ce que je veux dire, le soleil il est plus bas. Ah bah oui. Eh ben oui. Regardez, là on est en été. D'accord? Le soleil se trouve à peu près comme ça dans le ciel. Donc là, tous les rayons du soleil, ils vont être arrêtés par la casquette solaire. Sauf que l'hiver, on a le soleil, il est comme ça. Et donc les rayons du soleil, ils vont réussir à passer sous la casquette et à réchauffer la maison, à rentrer et illuminer la maison grâce à la baie vitrée. D'accord? Et ça, cet avancement de toit là, c'est calculé par les architectes hein, en fonction de l'orientation par rapport au soleil. Ils calculent la longueur qu'il faut juste pour protéger l'été et pas empêcher les rayons de passer l'hiver. D'accord? Très bien. Alors, troisième concept, casquette solaire. Allez, un autre concept de la maison bioclimatique, c'est que il faut utiliser la végétation environnante. Alors ici, j'ai deux arbres, vert foncé et vert clair. On va dire que le vert foncé, c'est un arbre à feuilles persistantes. Le vert clair, c'est un arbre à feuilles fragiles. Non persistant. Oui, mais il y a un mot exprès pour ça. Persistant. Non. Caduc. Arbre à feuilles caduques. Alors, un exemple d'arbre à feuilles caduques. Le marronnier. Un exemple d'arbre à feuilles persistantes. Le sapin. Alors, quelle est la différence entre les feuilles persistantes et les feuilles caduques? Oui. Les feuilles persistantes, c'est des feuilles qui tiennent même l'hiver. Exactement. Et les feuilles Les caduques? feuilles caduques, c'est quand il peut fleurir l'été, mais après, il perd ses feuilles. Il perd ses feuilles en automne et en hiver. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire où est-ce que je vais positionner ces deux arbres autour de la maison pour que ces arbres-là puissent me permettre de faire des économies d'énergie? Vous avez compris la question? Celui-là, on va le mettre là. Une persistante, d'accord. Et je sais pas, enfin. Ben vas-y, mets-le là. Là. Et celui-là, on va le mettre au sud. Ouais, mais mets-le. Vas-y. Autour de la maison. Voilà. Alors, pourquoi tu mettrais la feuille caduque au sud? Pour qu'il puisse grandir Mhm. et qu'il fasse de l'ombre l'été. D'accord, très bien. Donc il va nous faire de l'ombre l'été. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Oui. Oui. Et l'hiver Et l'hiver, il y aura un peu de lumière, donc changer les vents. il n'y a pas de feuilles, donc les rayons du soleil, est-ce qu'ils pourront passer à travers? Oui. Oui, donc il ne va pas empêcher le rayon du soleil de faire passer les rayons. Alors ça, c'est très bien, feuille caduque au sud. Alors pourquoi le persistant, tu l'as mis au nord? Parce que, de toute manière, l'hiver, il fera trop d'ombre. Oui. Et puis, de toute manière, il est au nord. Pourquoi? Parce que... Mais si on le met au nord, il va nous permettre aussi de faire des économies d'énergie. Hein. Mais pourquoi? Oui. Alors, l'hiver, il fait froid. Et des fois, il y a un vent froid l'hiver qui nous refroidit. Et le vent froid, il vient du nord. Donc, les arbres à feuilles persistantes, qui gardent leurs feuilles l'hiver, ça va faire une protection contre le vent du nord. Si on n'avait pas d'arbres à feuilles persistantes, tout le vent du nord est après sur la façade et ça refroidirait la maison beaucoup plus rapidement. D'accord? Dans ce cas, il en faudrait plusieurs. On peut mettre une haie, par exemple, aussi. Oui, il en faudrait plusieurs. Oui. Bon, là, c'est un exemple. Hein. D'accord?
Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans cette maison bioclimatique? Encore une dernière chose, à votre avis. Là, on a parlé de l'orientation, des ouvertures, de l'isolation, de la casquette solaire. On a parlé de la végétation environnante. Et la dernière chose, si on veut utiliser la lumière du soleil au maximum. Des panneaux solaires. Des panneaux solaires. Allez, donc, on peut mettre... les panneaux solaires. On les met où? Bon, ça devrait tenir. Tout le monde est d'accord? Les deux? Oui. On n'en met pas un ici? Ça, c'est un panneau, c'est un chauffe-eau solaire qui va faire de la chaleur. Ça, c'est un panneau photovoltaïque qui fabrique de l'électricité. Bah oui, alors les deux là, parce que celui-là, il a plus besoin de lumière, celui-là, il a plus besoin de chaleur. Et dans les deux cas, ici, vu qu'il y a plus de soleil, il y aura plus de chaleur et de lumière qu'ici. Parfait, c'est ça. Il ne faut surtout pas les mettre au nord, hein, parce que le soleil ne vient pas là. Donc eux, ils ont besoin de soleil pour fonctionner. D'accord? Donc voilà, vous avez compris les concepts du bioclimatisme? Oui. Simplement, avant que vous reveniez à votre place, ici, j'ai amené un petit panneau solaire photovoltaïque pour vous montrer, André, à quoi ça ressemble. Vous avez déjà vu? Oui. Vous pourrez regarder sur Google Maps votre collège. Et depuis le ciel, si vous zoomez bien, vous voyez que je pense qu'il y a des panneaux solaires. Vous avez vu ici, ce sont des cellules photovoltaïques. Et ces cellules vont capter la lumière du soleil. Les photons, ça s'appelle. C'est pour ça que ça s'appelle photovoltaïque. Et cette lumière, elle va exciter les petites cellules là, et ça va fabriquer de l'électricité. Et cette électricité, après, voilà, on a des câbles, d'accord, on les branche. Et après, ça le renvoie dans le réseau électrique. Ok? Et donc là, on a un bout, c'est un petit, on appelle ça un écorché, c'est un petit bout de chauffe-eau solaire. Donc ça va sur le toit, pareil. Alors regardez comment ça fonctionne. Ici, on a une plaque en cuivre recouverte d'une pellicule sombre. Pourquoi, à votre avis? Oui. Parce que je sais pas pourquoi, mais quand on porte un t-shirt noir, par exemple, on a plus chaud. Et La oui. couleur noire, ça attire. Exactement. La couleur sombre, ça retient la chaleur. Donc là, les rayons du soleil passent à travers le plexiglas qui est transparent. La chaleur s'accumule dans la plaque de cuivre. Donc elle est très très chaude. Et regardez qu'est-ce qui se passe dessous là. Vous voyez là? Qui passe là? Il y a des tuyaux. Et dans ces tuyaux, il y a un liquide qui passe et qui fait pendant tout le panneau qui fait un serpentin comme ça. Et il le traverse. Donc au départ, le liquide il va arriver froid et à la sortie, il va être chaud. Et regardez, il y a un tuyau d'arrivée ici, ou d'arrivée là plutôt, et de sortie ici. Et quand il sort, ce liquide va être très chaud et il va être connecté à une réserve d'eau, au ballon d'eau chaude de la maison, et ce liquide va servir à chauffer l'eau de la maison, par exemple pour prendre une douche. Vous savez qu'en Aquitaine, un chauffe-eau solaire, ça chauffe, ça couvre 75% de ce dont a besoin un ballon d'eau chaude pour être chauffé durant toute l'année. Donc les 3/4, avec ça, on peut chauffer le ballon d'eau chaude au lieu d'utiliser que l'électricité. Donc c'est vraiment efficace. D'accord? T'as compris tout ça? Oui. Allez, revenez à votre place. Parce qu'on va parler maintenant des pièces à l'intérieur de la maison. Alors, un petit carnet. Alors je vais récupérer les... Donc ici, sur la page 6, vous avez le plan en coupe. Donc de côté. On regarde de côté. D'accord? Donc cette maison, elle est comme ça. Et vous avez le nord qui est vers là-bas. Sur la page 7, vous avez le plan vu de dessus. D'accord? Pour voir l'agencement des pièces. Et vous avez compris que dans cette maison, il y avait un étage. Non? Ici, c'est les pièces au rez-de-chaussée. Et ici, c'est les pièces de l'étage. Donc cet étage-là, en fait, c'est ce qui est représenté, il vient au-dessus là, ce qui est représenté en bleu ici. Et ici, dans la vue en coupe, l'étage il est là. Tout le monde a compris comment ça fonctionnait? Ou pas? Oui. Alors le but du jeu maintenant, c'est que vous avez des pièces à positionner.
page 6, vous avez 3 chambres, une salle de bain, une véranda, cuisine, garage, séjour, entrée. Et c'est à vous de les positionner. En fonction des pièces de vie diurne, des pièces de vie nocturne. La première pièce. Viens me montrer. Ici, simplement ici. Regarde sur ta vue en couple. Elle se fait où sur la vue en couple, la véranda? Alors ici, mais ici c'est qu'une seule pièce. Hein. C'est une pièce qui fait rez-de-chaussée et étage aussi. Il faut la marquer là et là. Très bien. T'as compris. Séjour, très bien, pour profiter au maximum du soleil. Ensuite, derrière le séjour. Oui. L'entrée. L'entrée, de suite l'entrée. Oui. La cuisine. La cuisine, très bien. Et à côté, on peut mettre quoi aussi? Une chambre. Ici, là, on va mettre quoi? L'entrée. Et moi, je rajoute un escalier parce qu'il y a un étage, donc il faut l'escalier. Et derrière, complètement au nord, on va mettre quoi, à votre avis? Le garage, parce qu'il n'a pas besoin d'être éclairé, d'être chauffé, le garage. On ne vit pas dedans dans son garage, d'accord. Et à l'étage, qu'est-ce qu'il nous reste à mettre? Les 2 autres chambres, ainsi que la salle de bain, d'accord. Et alors, ici on peut voir, en jaune et orange, on a mis les pièces de vie diurne, celles qui ont besoin de soleil pour être éclairées, d'accord. Donc il faut les mettre au sud. On a dit la serre, le séjour et la cuisine. Les chambres, elles n'ont pas vraiment besoin d'être éclairées tout le temps, mais c'est mieux d'avoir ici. Pourquoi on n'a pas mis la cuisine à l'est et la chambre à l'ouest à votre avis? Oui. Parce que le soleil commence à se lever. Il commence à se lever à l'est, donc c'est bien d'avoir le soleil le matin quand on se lève dans la chambre, et pas l'avoir le soir quand on va se coucher. D'accord? Ok. Ensuite, on a des pièces qu'on appelle des pièces tampons, qu'on n'a pas besoin de chauffer vraiment, et qui vont isoler les autres pièces du froid, comme l'escalier, l'entrée ou le garage. D'accord? Ces pièces-là, il vaut mieux les mettre plus au nord. Ok? Allez, vous avez fini ou pas? Oui. Donc là, c'est ce qu'il y a sur votre carnet. Des exemples de maisons bioclimatiques. On voit bien la casquette solaire, là. Ici aussi, on voit bien les casquettes solaires. Et là, c'est des habitations collectives. Hein. Vous savez où ça se trouve, ça? Où ça va se trouver? Oui. Où ça? Non. Non, pas à Mériadec. Les objets Non, pas, à côté de... pas loin. Pas loin des Aubiers. Vous avez jamais entendu parler de Ginkgo? Si, c'est à côté de Ginkgo. Ah oui, ben c'est à côté des Aubiers, c'est pas loin. C'est Ginkgo, d'accord. Et là aussi. Donc là, on voit bien les casquettes solaires aussi, des balcons, c'est-à-dire que le balcon de la personne qui est au-dessus, elle sert de casquette solaire pour celui qui se trouve en dessous. Et là aussi, c'est Ginkgo, et là aussi, et là au sud, ils ont des écrans pour se protéger l'hiver. Ils peuvent les décaler, ils peuvent les décaler l'hiver pour laisser passer le soleil, ou alors les mettre devant la baie vitrée d'été pour l'empêcher de passer aussi. D'accord? On va voir qu'est-ce qu'on peut faire dans la maison au niveau de l'éclairage pour économiser de l'énergie. Donc à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, vous avez, dernière page de votre livret, le bon comportement. Au niveau de l'éclairage, que peut-on faire? Oui. Adapter la puissance de l'éclairage en fonction des saisons. En fonction des saisons, c'est pas tout à fait ça. Est-ce qu'on a besoin du même éclairage pour lire, pour faire la cuisine, pour regarder la télé? Oui. En fonction des pièces. En fonction des pièces. Presque, oui. Des activités? Ouais, ou en fonction des besoins. Tout à fait. Vous pouvez mettre activité. Moi, ça me convient aussi. Ensuite, éteindre les points lumineux en quittant les pièces. Ah, c'est essentiel, mais bon, c'est bien de le rappeler aussi. Ensuite, multiplier les points lumineux adaptés à chaque... Oui.
À chaque pièce. Chaque pièce à chaque usage, on peut dire. C'est un peu la première question aussi. Ça rejoint un petit peu le premier point. C'est-à-dire que pour lire un livre, on ne va pas avoir besoin, par exemple, d'autant de lumière que pour faire la cuisine. D'accord? On a juste besoin d'une petite lampe qui nous éclaire juste le livre. On n'a pas besoin d'éclairer toute la pièce pour lire. Oui. Ensuite oui. En fait, c'est juste qu'on a souhaité privilégier au maximum la lumière ah oui, on a sauté. Ou solaire. Naturel ou solaire, oui, très bien. Les ampoules. Pourquoi il faut dépoussiérer les ampoules? Pour apporter plus de lumière. Pour apporter plus de lumière et pour éviter que l'énergie... parce que plus elles ont de poussière, moins elles vont diffuser la lumière et plus elles vont chauffer. Donc l'énergie va partir en chaleur. Privilégier les lampes basse consommation et néon aux ampoules. Alors on va voir ça ici. Gourmand en énergie, mais c'est un non. Regardez, moi, pendant que vous étiez en récréation, donc il était moins 10, j'ai allumé ce petit banc de démonstration électrique et il y a 3 ampoules. Bon, normalement il y en a 4, mais là il y en a un qui ne marche pas. Et chaque ampoule est reliée à un compteur. D'accord? Donc on va calculer l'énergie qu'ont consommé ces ampoules. Donc ça fait combien? 1h30 là? Oui, 1h30. En 1h30, d'accord? Alors venez, l'ampoule A, est-ce que quelqu'un peut se lever? Levez-vous, hein, vous êtes... Alors, combien a consommé l'ampoule A? 168, alors c'est 0,168 parce que c'est en kilowatts, mais si on parle en watts, on va dire 168 watts. L'ampoule B? Oui. 0. On va marquer 0. Et l'ampoule C? Ouais. 28. C'est pas 168, c'est 28. Est-ce que vous connaissez les différences entre ces ampoules? L'ampoule A, c'est une ampoule comment? Normale. C'est-à-dire? Une ampoule normale qui consomme normalement. Alors, c'est une ampoule, on va dire, standard. Il y en a de moins en moins dans les magasins, malgré tout, parce qu'on arrête la production petit à petit. C'est une ampoule à incandescence. Toutes les ampoules qui existaient dans toutes les maisons. Donc, c'est un filament, d'accord, qui éclaire quand on fait passer l'électricité dedans. Donc, ça, c'est une ampoule à incandescence. Et cette ampoule à incandescence, on ne va pas le faire. Elle éclaire. Est-ce qu'elle éclaire bien? Oui. Oui, elle éclaire bien. Sauf que moi, je ne mets pas le doigt dessus. Pourquoi? Parce que c'est très très chaud. Donc ça veut dire que cette ampoule, elle utilise de l'énergie pour bien éclairer, mais elle en perd énormément en chaleur. Ah oui, je me brûle là si je touche en chaleur. Ensuite, on y reviendra sur la B. Sur la C, on dit que c'est une ampoule comment? Basse consommation. Basse consommation, c'est comme si c'était un petit néon qui était recourbé, hein, comme les néons que vous voyez là dans la pièce. Et donc celle-ci, est-ce qu'elle éclaire aussi bien que l'ampoule A? Non, parce qu'elle met beaucoup de temps à s'allumer. Pas vraiment celle-là. Les nouvelles générations, non. Elles s'allument instantanément et au bout de quelques secondes, elles atteignent les 3/4 de leur puissance maximale. En moins de 10 secondes. Les vieilles ampoules à basse consommation, oui. Là, elles mettaient beaucoup de temps à s'allumer. Mais elle éclaire plus faiblement. Vous croyez, si vous regardez d'assez loin là, vous croyez que la C elle éclaire beaucoup moins que la A? Ah non, moi je trouve qu'elle éclaire plus. Ah, toi tu trouves qu'elle éclaire plus. Donc on va dire qu'elle est aussi efficace pour éclairer. Oui, c'est pas... En revanche, au lieu d'avoir dépensé, là on est à 172 watts, elle a dépensé combien? J'en peux plus avec les... Marqué 29. Donc presque 6 fois moins. Pour éclairer pareil, elle a consommé 6 fois moins d'énergie. Et alors celle-ci, bon ok, celle-ci elle éclaire un peu moins bien, mais elle éclaire quand même pas mal. Pourquoi il y a marqué 0 là? Elle ne consomme pas d'énergie? Si, Oui. Et je me sens, mais déjà, le boîtier, c'est pas le même pour les autres. C'est pas le même, oui. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une ampoule LED. Ou en français DEL, diode électroluminescente, d'accord? Mais on dit LED maintenant, c'est le sigle anglais. Et alors, celles-ci, elles éclairent, mais elles consomment très très peu d'énergie. Et c'est pour ça que le compteur, lui, il n'arrive pas à la détecter. Parce qu'elle consomme très peu d'énergie. Elle en consomme, hein,
Mais le compteur, il n'est pas assez précis pour me dire quelle énergie et pour la détecter, tout simplement. Ça coûte plus cher, ça. Mais ça coûte beaucoup plus cher, exactement. Alors, dans l'avenir, ça c'est l'avenir, hein. Dans l'avenir, elles coûteront beaucoup moins cher, mais elles consommeront beaucoup moins d'énergie. Elles durent beaucoup plus longtemps, donc ce sera efficace. Là, pour avoir une ampoule comme ça, qui éclaire autant que celle-là ou celle-là, ça coûte une quarantaine d'euros. Donc ça reste assez cher. Alors qu'une ampoule comme ça coûte 5 euros. Mais Et celle-ci, ben, on n'en fabrique plus. Il y en a encore qui sont vendus parce qu'il y a beaucoup de stock, mais on n'en fabrique plus. D'accord? Alors revenez à votre place. Alors que la basse consommation va commencer pour consommer 15 ou 20, l'halogène 55 et l'incandescence 75. Pour la même puissance d'éclairage. Donc vous voyez vraiment la différence. Puissance lumineuse, ça se calcule en lumens, d'accord? Celle-ci, elle va être à 840, alors que la LED, qui consomme beaucoup moins, elle va être plus puissante, donc elle est beaucoup plus efficace, d'accord? Et donc après, vous avez les consommations par an, 1 heure par jour en kilowattheure, donc là, on voit vraiment, mais là, vous allez la voir, ce tableau, hein. Moi je laisse la présentation. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Ben, le prix d'achat. Ici, on a mis 32 euros. Moi, je tablerai plutôt, là, aujourd'hui, sur 40 euros. Hein, en fait, hein. Bon, c'est quoi? C'est presque pareil. Sauf que, donc, c'est beaucoup plus cher, vous voyez. Mais, si la durée de vie, si on regarde la durée de vie, en heures, hein, pour l'incandescence, on a 1000 heures, l'halogène, 2000 heures, la basse consommation, 8000 heures, alors que la LED. Au bout du compte, on va faire des économies. Moi, je voulais vous parler de 2 initiatives concernant l'éclairage en France qui ont été faites. Est-ce que vous en connaissez déjà? Oui. La démarche négawatt, très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer la démarche? C'est par rapport à l'énergie, mais c'est pas par rapport à l'éclairage. C'est une démarche pour réduire les consommations d'énergie. Réduire les consommations d'énergie. En 3 étapes. Première, c'est prévenir, je crois, les gestes. Enfin, je sais pas, j'ai plus les noms en tête, les noms exacts. Alors la première, ça va être la sobriété. Voilà, la sobriété. C'est-à-dire essayer de consommer le moins possible On d'énergie. va faire des petits gestes, par exemple, bien penser à éteindre la lumière en sortant des pièces ou des choses comme ça. La deuxième, c'est l'efficacité. l'efficacité, donc bien isolée. Bien isolé, ou alors choisir des appareils qui consomment beaucoup moins, comme l'ampoule à LED plutôt que l'halogène ou l'incandescente. Donc là, on est sur l'efficacité. Et la troisième, ben, c'est essayer d'utiliser les énergies renouvelables. Donc ça, c'est une démarche négawatt. Mais alors, concernant l'éclairage, il y a quelque chose qui s'est passé le 1er juillet 2013. Oui. On a demandé aux Français d'éteindre toute leur lumière à partir de ce moment-là. Alors, pas tous. Alors, il y a une loi qui est passée, il y a un arrêté. Il y a l'arrêté du 25 janvier, d'accord, en tête, 2013, qui a été voté. Et cet arrêté, il est relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels. C'est quoi les bâtiments non résidentiels? Oui. C'est des bâtiments où personne n'habite dedans. Voilà. Ça peut être des bâtiments professionnels. Tout à fait. Des Des commerces, tout ça. Ok. Donc ça, je l'ai marqué. Cela concerne donc généralement l'éclairage des bâtiments commerciaux ou alors professionnels, bureaux, des bâtiments de service. D'accord? Donc à partir d'une heure du matin, tous ces bâtiments ils doivent être éteints. C'est la loi. À part simplement pour certaines dérogations pour les parties, pour les dispositifs de sécurité ou qui doivent rester allumés. Et même les discothèques, du coup, ils ont plus le droit d'allumer leur. Non, mais. Ça, c'est intéressant pour la discothèque. Ça dure plus longtemps qu'une heure du matin. Enfin, une discothèque. À l'intérieur, oui, mais alors la discothèque, c'est un bâtiment qui fonctionne la nuit, donc je pense qu'il doit y avoir des dérogations, en fait. D'accord. C'est comme par exemple, il y a des bâtiments qui ne peuvent pas être nettoyés la journée, où du personnel d'entretien et de ménage viennent et sont obligés de le faire la nuit. Mais elles ne vont pas le faire dans le noir. C'est pas possible. Donc il y a des dérogations qui existent. D'accord? Ok, et donc ça, c'est à partir de 1h du matin. Alors, on a estimé que selon l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie,
Les économies d'énergie attendues représentent 2 TWh, donc ça c'est beaucoup par an, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle hors chauffage au chaud d'environ 750 000 ménages. Donc simplement cette initiative en France, eh ben, ça va permettre d'économiser par an la consommation électrique de la Cube, d'une communauté comme la Cube, 750 000 habitants, sans compter le chauffage et l'éclairage. Donc est-ce que c'est beaucoup? Oui, c'est quand même beaucoup, hein, cette initiative-là, si tout le monde la respecte correctement. D'accord? Et donc ça va permettre d'éviter de rejeter chaque année de 250 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. D'accord? Donc c'est pareil. Donc vous pourrez aller voir, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur Internet, alors c'est pas facile à lire les arrêtés, hein, mais bon, vous pourrez aller essayer d'aller voir, c'est sur vous tapez arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels et vous allez avoir la loi, l'arrêté, des commentaires dessus pour pouvoir exactement rentrer dans le détail. Donc ça c'est une initiative. Ensuite, il y a une autre initiative qui existe depuis 4 ans je crois et tous les ans il se passe quelque chose au mois d'octobre. Et toute cette année ça va avoir lieu le 12 octobre. Est-ce que vous en avez entendu parler? Ça concerne la lumière et on parle de pollution lumineuse. Il n'y a aucune énergie, on ne produit pas d'énergie. Alors non, on en produit quand même, parce que si on arrêtait d'en produire, ça serait un peu catastrophique pour certaines personnes. Mais ça s'appelle le jour de la nuit. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Non. Le jour de la nuit, c'est depuis 2009, hein, ça existe depuis 2009. Et cette année, ça se passe le 12 octobre 2013. Alors le jour de la nuit, c'est une initiative, on va essayer d'aller sur Internet pour voir comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a des communes qui font quelque chose ce jour-là concernant l'éclairage. Oui. Elles éteignent toute leur lumière. Ça peut être ça. Ça peut être ça, pour voir les étoiles, par exemple, ou pour faire autre chose. D'accord? Et donc là, ça correspond bien avec votre projet Comenius, parce que ça va se passer dans 15 jours, hein, donc pas longtemps. Et donc peut-être que sur Bordeaux, il faudra aller voir s'il existe des choses par rapport à cette initiative. Donc c'est une opération de sensibilisation à la pollution lumineuse. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent là? En 10 ans, le nombre de points lumineux a augmenté de 30% en France et s'élève à plus de 8,7 millions de points. Si on regarde la carte de la France la nuit, il y a beaucoup moins, où la densité de la population est beaucoup moins importante et donc il y a beaucoup moins de lumière. On peut les voir, des points noirs, il y en a quelque part par là, il y en a quelque part par là. D'accord. Oui. Et vous savez, à un point, ça correspond à combien de lumière? Ah non, je peux pas te dire là. Ça c'est. Mais alors simplement une autre photo, vous allez voir l'évolution en Europe entre 1972 et 2010. Non, en 92 on est comme ça, 2010 on observe ça par rapport à la communication. C'est quand même assez conséquent. Vous voyez? Alors, on va essayer de se connecter sur Internet. Il faut juste que je branche ça. L'écran théâtre, la fontaine des Trois Grâces, la porte de la Monnaie, la porte de Bourgogne, la grosse cloche, la porte Caillot, la colonne des Girondins, l'église de Sainte-Croix et le jardin public. Heure d'inspection à 20h et durant toute la nuit. Donc ça... Pour comprendre, plein de documentation, les dossiers, des expositions, des vidéos pour comprendre ce qu'est la pollution lumineuse. Et aussi des outils où vous allez avoir des photos, celles que j'en ai utilisées deux, la carte de la France, celle de l'Europe. Vous en avez d'autres aussi, la carte du monde. Si on regarde le monde depuis l'espace. Il n'y en a pas partout, justement. Il n'y en a pas partout, oui. Ici, là, on ne le voit pas trop, ce continent. Alors que il y a quelques pays, le nord-américain, c'est fou. L'Europe. Et l'Afrique, pas du tout. Ouais, c'est assez hallucinant. Mais l'Amérique du Sud. C'est un gros tour, parce que c'est l'Amazonie. Oui, c'est l'Amazonie là. Ah oui, c'est l'Amazonie, ouais. Oui. Et aussi en Afrique, il fait jour plus longtemps.
mais qui n'est pas trop. Comment ça se fait qu'on a pris cette photo de nuit là? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Bah oui, c'est montage. Ce sont des satellites. C'est un montage photo. Parce qu'on ne peut pas avoir toute la planète tout le temps. C'est un montage par. C'est des satellites. C'est un montage de plusieurs photos. Voilà. Ouais. Mais bon, ça représente la réalité. Hein, Donc voilà, donc vous avez plein d'informations comme ça avec vous. Je vais vous montrer, mais là on ne va pas avoir le temps, donc je vais vous expliquer. On a un petit jeu au CREAC sur les consommations d'énergie. Où on doit, avec des cartes, on choisit des systèmes de chauffage, d'isolation. Et puis après, on regarde suivant les différentes maisons, comment elles sont équipées, lesquelles consomment le plus d'énergie. Et après, on fait une analyse sur un document Excel. Et là, je vais vous montrer simplement par rapport à l'éclairage. C'est-à-dire que là, si je regarde les équipements et simplement l'éclairage. Cette maison, l'éclairage est exclusivement équipé d'halogène. Celle-ci aussi. Donc forcément, on a exactement la même consommation énergétique et il n'y a aucune économie de fait. Si on remplace tous les halogènes, ou une partie des halogènes, par des poules à incandescence, des ampoules à non, pas par des poules, par des ampoules à incandescence, comme la première qu'on a vue là, regardez, eh bien, on peut faire 25 € d'économie par an, simplement en changeant la moitié des ampoules et les remplacer par l'incandescence. En revanche, si maintenant on met que des incandescences, enfin moitié incandescence et moitié fluo compact, basse consommation, d'accord? Donc, hop là. On fait déjà 71 € d'économie par an. Et si on équipe toute sa maison, je vais y arriver, hein. Simplement avec des ampoules basse consommation, on arrive à 92 € d'économie par an, simplement en changeant les ampoules. Et là, ce calcul, c'est sur la base de 4 ampoules, simplement 4 ampoules, hein. D'accord? Et si on en a plus dans la maison, ça peut être encore plus. Et là, c'est dommage, il faudra qu'on le refasse, mais on n'a pas encore intégré les ampoules à LED, celles qui consomment encore moins d'énergie. Donc vous avez vu, non seulement le comportement c'est important, mais l'équipement aussi, pour faire des économies d'énergie. Ok? Ces petits fascicules, d'accord, sur l'énergie en France. Voilà. Ça traite pendant 4 ou 5 pages de la lumière, d'accord, sur la consommation électrique.